Conakry, le 19 septembre 2019. Mesdames, Messieurs, merci de l'attention et bienvenue dans cette édition dont voici le sommaire. La CENI rassure les acteurs politiques de la tenue des élections législatives le 28 septembre prochain. Des actions se multiplient à cet effet pour être dans le délai imparti. Et une réunion du comité interparti a été organisée ce jeudi. La réinstallation des personnes affectées par le projet Swapiti, plus de 20 000 personnes sont concernées. L'État guinéen et ses partenaires ont pris toutes les dispositions en faveur des déplacés. La mise en œuvre des accords de la zone de libre-échange continentale. La question est un débat à Kampala, Ouganda. C'est à la faveur de la 11e réunion du sous-comité des directeurs généraux des douanes de l'Union africaine. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le président de la République en séjour de travail aux États-Unis, professeur Alpha Condé, était hier au Capitole où il a échangé avec de nombreux élus démocrates et républicains sur les questions de développement socio-économique en Guinée, notamment la santé, l'énergie, les mines et la formation. Ces personnalités ont témoigné de leur soutien à la politique de développement prônée par le président Alpha Condé. Un commentaire signé de Sanassi Keita, envoyé spécial. C'est une opération de séduction que lance le président de la République aux États-Unis d'Amérique. Attirer les hommes d'affaires du pays de l'oncle Sam en Guinée. À Pittsburgh, dans l'État de Pennsylvanie, tout comme à Houston, au Texas, professeur Alpha Condé a rencontré les investisseurs américains et discuté avec eux sur les opportunités d'investissement en Guinée. Tous ont manifesté leur désir de venir s'implanter en Guinée, que ce soit dans le domaine des mines, de l'agrobusiness, de la santé ou encore de l'énergie. À Washington, le chef de l'État s'est rendu au Capitole pour discuter également avec les élus démocrates et républicains de plusieurs questions importantes dans le but d'attirer surtout les investissements américains en Guinée. Le renforcement des relations économiques et commerciales entre Conakry et Washington était surtout au menu de ces échanges entre le président Alpha Condé et ses personnalités américaines. Des personnalités qui ont exprimé ici au Capitole au chef de l'État leur engagement à raffermir les relations historiques d'amitié et de coopération existantes entre la Guinée et les États-Unis d'Amérique. Et plus particulièrement, ces élus démocrates et républicains n'ont pas manqué de rassurer professeur Alpha Condé de leur volonté sans détour à encourager les hommes d'affaires américains à venir investir massivement en Guinée dans tous les secteurs de la vie socio-économique pour soutenir les nombreux projets de développement engagés par le gouvernement sous la clairvoyance de professeur Alpha Condé. Professeur Alpha Condé qui s'est fortement réjoui de ce soutien qu'expriment aujourd'hui les élus démocrates et républicains en faveur du développement socio-économique de la Guinée, dans le but surtout de répondre favorablement aux nombreuses aspirations de la population. A précisé que le président de la République, professeur Alpha Condé, est accompagné de plusieurs représentants d'entreprises guinéennes, dont Sogui Beck, Sonoco et Sogefel. Cette visite permettra à ces chefs d'entreprise de signer plusieurs accords de partenariat avec des entreprises américaines. Direction primature, où le Premier ministre chef du gouvernement poursuit les consultations avec les acteurs de la vie politique. Dr Ibrahima Kassory Fofana a reçu ce jeudi tour à tour l'ARENA, la CONASROC, le CNOSCO et ma cause. Deux sujets étaient à l'ordre du jour, élections législatives et projet de la nouvelle constitution. Les entretiens se sont bien déroulés. Hadi Kamara, reportage. Les consultations nationales initiées par le Premier ministre sur instruction du chef de l'État suscitent un engouement chez les acteurs sociopolitiques du pays. Très tôt ce mercredi, Dr Ibrahima Kassory Fofana a rencontré l'ARENA, l'Alliance pour le renouveau national agréée en Guinée le 27 août 1992. Sa mission est de promouvoir la paix dans le pays. Notre souci et notre souhait est que la Guinée se dote d'un conseil de dialogue permanent qui puisse affronter toutes les questions d'intérêt national. Nous avons constaté auprès de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, et des autres membres du gouvernement qui l'accompagnent, l'expression d'une volonté d'ouverture, d'une volonté de dialogue, d'échange, sans tabou, sans conditions préalables. Nous avons parlé de constitution, nous avons dit que nous n'avons ni avant-projet, ni projet, et que nous nous donnons le bénéfice de l'inventaire. Nous attendons de voir de quoi il s'agit. Nous souhaitons que les Guinéens et les Guinéennes
considère que ce pays est notre pays et qu'un opposant n'est pas un ennemi et que celui de la mouvance n'est pas un ennemi non plus. L'ARENA se pose en partie de rassemblement et pour rassurer les Guinéens que la paix est possible dans ce pays et que le développement est possible. Après son départ, la coalition nationale des organisations de la société civile CONASOC en abrégé est introduite chez le Premier ministre. La structure œuvre pour la promotion du dialogue et du développement dans le pays. C'est la CENI qui s'est retrouvée et a fait réellement une proposition. Je pense qu'il revient effectivement à cette CENI de faire en sorte que la promesse qu'ils ont eu à prendre soit tenue. Ça veut dire qu'il faut mettre la bouchée double. Donc si cela est fait, on n'a pas de problème, mais la réponse à cette question ou les décisions concernant cette question revient à la CENI, uniquement à la CENI. Il ne revient pas de dire que forcément ça doit se tenir à telle date. Nous sommes la société civile, nous sommes des observateurs, c'est vrai nous sommes impliqués, mais pas au niveau décisionnel. Sans répit, Dr Ibrahima Kassouri Fofana a reçu le Conseil national des organisations de la société civile guinéenne créé en 2002. Ses principes sont l'indépendance, la neutralité, l'impartialité et l'objectivité. Sa mission est de servir d'interface entre les pouvoirs publics et les citoyens en vue de défendre l'intérêt général de la République et de veiller au respect des lois, des droits et des devoirs de la Guinée. Nous devons être équidistants de la politique politicienne pour pouvoir traduire l'expression légitime des populations. Alors nous avons formulé des questions qui sont des préoccupations. La première question, en quoi est-ce que ces consultations sont représentatives de l'opinion du peuple? La deuxième question, qu'est-ce qu'on reproche à l'ancienne constitution et qui a porté préjudice au fonctionnement normal de l'État? Et la troisième question, quelles sont les bases juridiques pour parler de nouvelle constitution? Et la quatrième question, quelles sont les justifications de l'impact du changement constitutionnel sur les conditions à la fois politiques, sociales et économiques de la Guinée? Et en dernier ressort, quelle est la procédure d'élaboration d'une nouvelle constitution quand l'ancienne est en vigueur? Dans le couloir, voici une autre structure appelée MACOS. C'est une plateforme nationale de mouvements citoyens créée en 2015. Son objectif est de contribuer à la consolidation de l'état de droit dans un processus de développement global du pays. MACOS est élargie à la coalition citoyenne de la société civile guinéenne. La valorisation ou la légitimité et la légalité dans la gouvernance s'étire dans les élections. Du moment où le président de la République il est élu au suffrage direct, alors il n'y a pas de question, il n'y a pas de raison que les institutions ne soient pas élues, ceux qui doivent être élus. Donc, cette préoccupation aujourd'hui, il faut l'avouer, c'est de mise. Nous voulons, en tant que coalition citoyenne de la société civile, que ces élections se tiennent le plus tôt que possible dans la règle de l'art et dans la plus grande transparence où tous les acteurs du processus doivent prendre part. Et quant à nous, la société civile, avec nos rôles d'antan, c'est de contribuer à sensibiliser, à être dans les activités de ce processus pour que les élections qui doivent se tenir à la date indiquée, bien sûr, que la CENI, en tant que maître d'œuvre, nous dise qu'elle pourra tenir ces élections à la date et que toutes les conditions sont réunies pour que se tiennent les conditions transparentes. Ces consultations se déroulent dans un climat de sérénité assorti du respect des principes sacro-saints de la République. La Commission électorale nationale indépendante vient d'organiser à Conakry le comité interparti CIP, une rencontre qui permet aux acteurs du processus électoral de mieux comprendre les activités de l'institution. Le CIP est organisé après chaque opération de l'institution. La CENI rassure les acteurs politiques du maintien de la date du 28 septembre pour la tenue des élections législatives. Makemed Nouzo, reportage. La commission administrative de révision des listes électorales, CARL, change de nom. Elle devient la commission administrative d'établissement et de révision des listes électorales, KERL. Elles sont au nombre de 3 655 contre 2 203 lors des dernières consultations électorales. Cette augmentation devra permettre aux opérateurs de saisie d'être rapides et efficaces.
Nous sommes basés d'abord sur la détermination des spécifications techniques des kits et essayer de demander une quantité conséquente. Parce que si cette quantité conséquente n'est pas là, un grand pas sera faussé pour la révision et pour l'application des recommandations de lutte, surtout la première recommandation. C'est pourquoi, à partir des anciens nombres de cas par localité, nous avons proposé à ceux qui laissent cette augmentation substantielle pour que tous les ménages, tous les districts et tous les quartiers soient touchés. Donc, c'est donner la possibilité aux opérateurs de saisie, aux CARL, d'aller vers les populations et pouvoir même se déplacer, parce que les CARL ne sont plus des grandes caisses, se déplacer afin de toucher l'ensemble des électeurs devant passer devant la machine. Cette restructuration de l'instance de révision des listes électorales devrait contribuer à la qualification du processus électoral. Nous sommes venus ici pour avoir ces informations et nous allons donc faire le rapport à notre parti et nous allons suivre le processus jusqu'à ce que la CENI nous démontre qu'il y a de la mauvaise foi. Nous sommes très ravis de la qualité de travail présentée par la Commission nationale indépendante parce que déjà elle nous a présenté le résultat de la mise en place des démembrements de la CENI. Et je pense que ce résultat a été satisfaisant. Globalement, tous les démembrements de la CENI ont été mis en place. Et la prochaine étape sera la révision des listes électorales. Et conformément à l'article 16 du Code électoral, ils ont fait un travail remarquable. Ce troisième comité interparti CIP vient après l'installation des membres des démembrements de la CENI et la proposition de la date des élections par l'institution électorale. Des informations qui vont contribuer à l'amélioration des opérations de révision des listes électorales avec l'arrivée de 4000 kits. Dans l'actualité encore, la réinstallation des personnes affectées par le projet Swapiti se poursuit le long du fleuve Kunkuré. L'État guinéen a pris toutes les dispositions pour faciliter la réinstallation des déplacés. Plus de 20 000 personnes sont concernées. Nabi Kamara. Le barrage hydroélectrique de Swapiti. La réalisation de ces gigantesques ouvrages de 450 MW engendre une zone de retenue de 312 km². Pour cela, les techniciens du projet estiment que la zone résidentielle en dessous de l'altitude supérieure des eaux n'est plus habitable, ce qui justifie la réinstallation de 16 000 personnes sur 16 sites choisis à cet effet. Sur les 16 sites, 8 sont déjà aménagés et occupés. Ils vont de Kimfaya à Madina Kanyagiri en passant par Kondolof dans les préfectures de Kindia, Telmele et Dubreka. Ces sites, à part les logements sociaux, sont dotés d'équipements communautaires. Ce que nous sommes en train de vivre fait partie du code domanial de la République de Guinée. Quand il y a nécessité publique pour toute la République, on est obligé d'accepter le sacrifice d'être exproprié par rapport à tout ce qu'on avait quitté les lieux en fait. Donc on voudrait que chacun l'accepte et que chacun accepte le sacrifice ultime pour toute la République de Guinée. Ici à la Baya, tout le monde est content, hommes et femmes, à cause du travail réalisé par l'État. Si c'est important pour tous les Guinéens, il faut savoir que nous en tirons meilleur parti. En attendant l'aménagement des 8 sites restants, les autres personnes à réinstaller sont accueillies dans des villages de leur choix, comme ici à Tinguemading, un district de la commune urbaine de Kindia. Si l'eau vient, nous serons envahis. Dieu merci, à part les travaux agricoles que nous avons laissés derrière, tout se passe bien ici. Nous avons été bien accueillis. On nous a même montré les domaines de culture. Ils viennent de Téné. Nous les avons reçus à cause de la fraternité et de l'amitié. En plus, ce sont des personnes sages et solidaires. Afin d'assurer le développement ordonné des opérations de réinstallation, le projet Swapiti est en train de travailler sur la route Kindia-Telimele, une route qui devrait être dans l'eau sur une cinquantaine de kilomètres à partir du pont de Konkouré.
Pour ne pas couper la circulation entre les deux préfectures, la société chinoise CWE construit actuellement 2 ponts sur le fleuve Concouré et Kakrima, un de ses affluents, long respectivement de 373,64 mètres et 144,95 mètres. Les travaux sont presque à 80% de réalisation. Nabi Kamara, merci pour ce reportage. Une école normale d'instituteurs de la région de Mamon sera bientôt fonctionnelle. Les ouvriers s'activent sur les travaux de finition. Le ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle est allé visiter le chantier pour constater l'avancement des travaux. Le point avec Moussa Koumara. Exécutés à 90%, les travaux de construction de l'école normale d'instituteurs de la ville de Mamou ont atteint leur vitesse de croisière. Tous les bâtiments sont ici quasiment achevés après 14 mois. Le plus grand défi reste l'aménagement extérieur. On avait dit qu'on allait finir dans 14 mois. Effectivement, les 14 mois sont expirés, mais on a des raisons pour lesquelles on est un petit peu en retard. C'est par rapport à la fourniture des matériaux. Généralement, on a rencontré que les fournisseurs guinéens ne sont pas efficaces parce que la plupart des matériaux qu'on a mis en œuvre ici, que vous allez voir, ce sont des matériaux importés. Donc, quand on fait la commande, ça retarde. Donc, du coup, ça a un peu joué sur le planning qu'on avait établi en première position. Cette infrastructure scolaire est construite et sera équipée par le gouvernement japonais. Elle est composée d'un bloc administratif, de 3 logements de fonction, de 2 blocs de 3 salles de classe chacun, d'un centre d'information et de documentation, des latrines, des salles informatiques et polyvalentes. L'objectif étant d'appuyer les efforts des autorités guinéennes qui espèrent offrir un meilleur cadre d'apprentissage aux jeunes. Je constate vraiment qu'il y a une grande évolution et que vraiment nous sommes maintenant vers la finition, ce qui est très encourageant. Et je suis là aussi pour non seulement encourager l'autorité qui suit ces travaux ici à Mamou, mais encourager les travailleurs et l'entreprise pour que nous puissions aller le plus tôt possible à l'inauguration. Jamais aucune école normale d'instituteurs n'a été construite jusque-là dans cette ville carrefour depuis l'indépendance. L'ouverture de cet établissement permettra sans ambiguïté de qualifier les élèves du primaire et de relever le niveau des formateurs. L'entreprise en charge des travaux compte rendre les clés au maître d'ouvrage dans un mois. Outre ces chantiers, nous voici à Kindia pour visiter le site qui doit abriter la toute première école des arts et métiers de la région. Et sera construite ici à Foulaya, non loin du centre-ville. Je viendrai avec le gouvernement. Je ne change pas de sujet. Éducation toujours. La rentrée scolaire se prépare activement. Les responsables en charge de l'éducation mettent les bouchées doubles pour une bonne ouverture des classes. Cependant, le faible taux de réussite aux examens nationaux inquiète les professionnels. Où se trouve le mal? Jean-Paul Sédi, encadreur scolaire depuis 24 ans, est l'invité de l'entretien de Koloma dont nous vous proposons un extrait. Regardez. Il n'y a pas de professionnels à la tête des institutions de formation, vous n'aurez jamais de bons résultats. Ce sera toujours de l'à peu près. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le métier. Ils n'ont pas l'éthique, la déontologie nécessaire à mettre en œuvre un système éducatif. Vous savez, très souvent, même après les derniers résultats catastrophiques aux examens nationaux, j'ai entendu dire qu'il faut des états généraux de l'éducation. C'est sûr, je me dis, cela a été suffisamment fait, les états généraux sont là, on sait. Le ministère de l'Enseignement supérieur, les différents ministères associés sont alors pleins de cadres de bonne qualité, de haute qualité, capables de mettre en œuvre ces programmes, mais il faut la volonté. Il faut qu'on ose avoir les acteurs, les véritables acteurs pour mettre en œuvre, des professionnels pour mettre en œuvre. Mais on a l'impression quand même qu'il y a suffisamment tous ceux qui sont aujourd'hui au niveau de la tête en cas des programmes pédagogiques, que ce sont des professionnels. Je pense que au-delà de l'académique, la formation au métier manque énormément. Parce qu'à un moment ou à un autre, les États ont estimé qu'il fallait trouver partout des enseignants. Donc on a sacrifié un peu le métier d'enseignant sous le socle
l'idéologie, sous le socle de l'économie. On s'est dit les enseignants, il faut en prendre, il faut en licencier. Et on a oublié que c'est une formation qu'il faut avoir, il faut prendre le tas. Ici, on a eu des cohortes, on a formé des gens en 3 mois pour aller sur l'enseignement. Aujourd'hui encore, vous prenez le système d'enseignement privé, 98% des enseignants ne viennent pas de structures professionnelles de l'enseignement. Voilà, vous suivrez l'intégralité de cette interview après ce journal avec Aboubacar Kamara. Les femmes de Fria et du Télémélé s'approprient des enjeux de la politique du contenu local. La démarche consiste à inciter les femmes à connaître les droits et devoirs des citoyens face au boom minier. C'est une initiative du service JAR et équité du ministère des Mines. Abdoulaye Diallo. Depuis l'arrivée du professeur Alpha Condé au pouvoir, le secteur minier guinéen a connu une amélioration considérable. Cela grâce aux nombreuses réformes engagées par le gouvernement dans ce secteur promoteur et générateur de revenus. Cette performance, c'est aussi l'adoption de plusieurs textes réglementaires et la mise en place de nouvelles structures de gouvernance. Cependant, toutes ces opportunités sont très peu connues par les bénéficiaires, particulièrement la couche féminine, d'où l'importance de cette rencontre initiée par le ministère des Mines. Vous n'êtes pas sans savoir que Monsieur le Président, le professeur Alpha Condé, a dédié son mandat aux femmes et aux jeunes. Même quand tu n'es pas instruite, même quand tu es à l'informel, si vous avez un groupement ou une PMU ou une entreprise, pour pouvoir connaître les 11 chaînes d'approvisionnement que les sociétés minières mettent à la disposition de la population impactée pour les aider à avoir de l'emploi dans ces zones-là. Et les femmes, nous les sensibilisons pour les aider à travailler avec ces sociétés-là. Parce que si les sociétés consomment les denrées là, ça crée de l'emploi au niveau de la population rurale. Dans les préfectures de Fria et de Télémélé, ces femmes apprennent les conditions d'accès aux opportunités offertes par les compagnies minières. L'objectif est de les inciter à s'approprier de la politique nationale du contenu local qui sert aujourd'hui d'intermédiaire entre les communautés et les sociétés minières. Le gouvernement guinéen, à travers avec l'appui technique et financier de la Banque mondiale, a fait un travail avec le cabinet de AI qui a identifié 11 secteurs d'approvisionnement des compagnies minières. Donc ces 11 secteurs d'approvisionnement, il y a d'énormes opportunités qui ont été identifiées entre 2018 et 2022, environ 6 milliards de dollars par rapport à ces 11 secteurs. Donc notre objectif, c'est d'informer ces femmes pour qu'elles sachent comment s'organiser de façon à ce qu'elles puissent également profiter pour bénéficier de ces opportunités. Je suis une femme qui prétend être entrepreneur demain et donc j'ai un projet concernant l'agriculture et les mines. Donc c'est une très grande opportunité que je dois saisir à partir de maintenant que je connais le droit des femmes face à ces sociétés minières. À travers cette initiative, le projet d'appui au renforcement des capacités de l'administration et pour la gestion des projets intégrés veut impulser une nouvelle dynamique au secteur minier avec l'intégration des questions de genre. Autre chose, au plan national, environnement, reboisement des espaces publics. Cette fois-ci, les autorités en charge des eaux et forêts ciblent les quartiers de la capitale pour mettre les plans. L'opération a débuté à Lansana Barrage où des espaces vides ont été reboisés. Une mesure de grande portée qui va contribuer à atténuer le réchauffement climatique. Mamadou Alphabadi signe le reportage. Après les grands massifs forestiers, les forêts classées urbaines, périurbaines et les abords des cours d'eau, l'offensive est lancée dans les profondeurs des quartiers pour le reboisement des espaces publics vides. Ici, à Lansana Barrage, sur 1200 plants de variétés appelées orgueil de Chine sont mis en terre dans cette zone périphérique de la capitale. Des espèces ornementales à croissance rapide qui feront de Conakry une ville verte tout en contribuant à l'épuration de l'air. De plus en plus, nos populations comprennent, avec les changements climatiques que nous vivons, qu'il faut se lever, et reboiser, restaurer les domaines dégradés et surtout créer des villes vertes. La campagne de reboisement a mobilisé autorités locales, les différentes couches sociales, des acteurs qui s'engagent à prendre soin de ces plans et à poursuivre l'action
dans d'autres localités. Et le reboisement là qu'on a commencé, on ne va jamais arrêter et on va continuer même à arroger. On va continuer à arroger pour ne pas que la plante là meure. On a préféré, soutenir les initiatives locales. Donc généralement, ce sont des initiatives qui viennent même des quartiers. Vous savez, ce sont des initiatives citoyennes. Ces initiatives viennent du quartier, donc nous sommes là maintenant pour les appuyer. La poursuite de la campagne de reboisement dans les quartiers est aussi une façon d'impliquer davantage les populations dans la promotion de l'éco-citoyenneté, un moyen sûr pour contribuer de façon efficace et durable à la protection et à la restauration des écosystèmes. Bientôt, la campagne de contrôle des vignettes 2019. L'opération sera lancée le 3 octobre prochain. Cette année, l'administration financière compte sur la collaboration de la police routière. Ce matin, une réunion technique s'est tenue à la Direction nationale des impôts. Alia Kamara y était. Les derniers moments de répit avant le lancement d'une grande opération de contrôle des taxes uniques sur les véhicules. Sur le pont du 8 novembre, un des axes routiers les plus fréquentés, le dispositif policier se met progressivement en place. Déjà, beaucoup de citoyens adhèrent à la politique de recouvrement des fonds pour aider l'État à faire face aux urgences des développements. Si on n'aide pas l'État en payant la vignette, comment l'État peut arranger la route? Tout qu'on fait, l'État fait ça pour nous. Donc à nous aussi de lui rendre la monnaie. Mise en circulation depuis juin dernier, les vignettes sont disponibles au point de vente habituel. Un communiqué du ministère du Budget avait annoncé le début de la commercialisation et la deadline. À partir du 3 octobre prochain, la chaîne de contrôle entrera en action. Cette réunion entre l'administration fiscale et la police routière vise à harmoniser les positions pour faciliter le contrôle. Nous allons déployer au moins 150 agents à Conakry. Du matin jusqu'au soir, il n'y a pas de noix, ils vont se fatiguer. Nous ferons la mission correctement. On a fait une commande de près de 300 000 vignettes, 391 000 pour être plus précis. Et on s'attend à une mobilisation de cette ressource-là à hauteur de 80 milliards. L'année dernière, on a mobilisé 27 milliards parce que la campagne de contrôle qui est cruciale n'a pas eu tous ses effets. Et c'est pour cela, maintenant, là, nous avons décidé d'avoir une réunion technique avec la police pour que la mobilisation aille jusqu'à 80% ou voire même les 100%. À date, 8 milliards de francs guinéens sont déjà mobilisés en 2 mois de recouvrement. L'administration fiscale place la barre très haut et compte réaliser la totalité de l'objectif annoncé. Les retardataires pourraient se voir infliger une pénalité de 25%. Alia Kamara, c'est un dossier à suivre. Ouverture ce jeudi à Kampala, en Ouganda, de la 11e réunion du sous-comité des directeurs généraux des douanes de l'Union africaine. Les travaux sont axés sur la mise en œuvre des accords de la zone de libre-échange continentale. La rencontre est organisée par l'Union africaine en partenariat avec l'autorité fiscale de l'Ouganda. Reportage David Silla, Isor Nandamo de Tunkarata depuis Kampala. Conformément à la volonté de la majorité des pays, le continent doit repousser restreindre la libre circulation des services. C'est bien cette option que le Premier ministre ougandais a réitéré aux autorités douanières africaines en ouvrant les travaux de Kampala. S'inscrivant dans cette logique, l'Union africaine voit en la douane un acteur et non des moindres de cette politique. D'où la nécessité de renforcer la capacité des soldats de l'économie en la matière pour la mise en œuvre pratique des accords de Kigali. Pour mettre en œuvre la ZLEC, la douane et le moteur principal de cette. Donc maintenant, on a appelé les directeurs. Bon, les experts ont travaillé sur certains instruments et puis maintenant on a mené les rapports pour faire valider aux directeurs généraux de douane les décisions que les directeurs généraux de douane vont émettre. On va présenter ces recommandations au niveau des instances de l'Union africaine. Pour cette zone de libre-échange continental africain, en une année, même pas on n'a pas terminé une année, on a vu le nombre de pays nécessaires pour que l'accord entre en vigueur a été atteint. Participant activement aux travaux,
La douane guinéenne, dans ses fonctions de vice-président de l'OMD, voit en la démarche la meilleure façon de baliser le chemin des autorités politiques du continent, favorable à une Afrique dont les instruments économiques s'imbriquent dans un environnement débarrassé des contraintes douanières et frontalières. Vous savez, la seule façon aujourd'hui pour l'Afrique de régler ses problèmes économiques, c'est de créer une zone de libre-échange continentale. L'Afrique fait 55 pays déjà. Il y a 54 qui ont signé l'accord, 54 chefs d'État qui ont signé l'accord, il reste un seul. Et il y a 27 qui ont ratifié, il reste 28 qui vont ratifier très bientôt. Et je pense qu'en tant que directeur général des douanes, d'abord, je dois de m'impliquer fortement dans les discussions pour essayer de donner à mon pays l'avantage de cette zone de libre-échange. Parce que si on ne comprend pas bien, on ne peut pas bien l'exécuter. Les conclusions des travaux qui vont durer 48 heures sont impatiemment attendues pour jeter, dit-on ici, les réelles bases des franches collaborations entre tous les douaniers du continent. Une collaboration qui fait dorénavant table rase des légaux particuliers des pays au profit de l'intérêt économique du continent tout entier. De Kampala, retour en Guinée. Allons à présent dans le Bayard pour parler du principe du changement constitutionnel. La question a été posée à la maison des jeunes de Koundara. La rencontre a réuni les citoyens de plusieurs bords politiques et les corporations socio-professionnelles. Les débats ont été riches et contradictoires. Mamadou Saliouba était de la partie. Dans le Bayard, la voie publique n'est pas l'apanage des engins roulants. Ici, l'âne est un moyen de transport très prisé par la population locale. Plusieurs ont négocié avec l'animal pour rallier la maison des jeunes de la ville sous une pluie. Une place publique qui n'a pas pu contenir les citoyens venus prendre part au débat sur le principe du changement constitutionnel. Un face-à-face avec les juristes de la plateforme pour la participation au débat national, enrichissant pour les uns et inachevé pour les autres. Ça nous dit quelque chose, mais pour le moment, on aimerait qu'on éclaircisse un peu pour la population, parce qu'il y a des nuances par rapport à ça. Quels sont les points à changer ou bien les articles à changer? On devrait le savoir. Petit à petit, peut-être que les gens vont comprendre qu'il ne s'agit pas de changer la Constitution. Ici, il s'agit de changer la Constitution aussi. La population de Koundara est là. Les gens font de l'amalgame. Ce n'est pas notre première Constitution, ce n'est pas notre deuxième Constitution, ce n'est pas notre troisième Constitution. Et il faut rappeler que vraiment cette Constitution qui est en vigueur, elle a été dit au préalable. Vraiment, le président qui viendra, il va essayer de vraiment faire une nouvelle Constitution. Donc ce changement est un changement de principe, mais aujourd'hui, la population de Koundara a compris que vraiment, ce n'est pas parce qu'ils n'étaient pas informés. Même si la question anime la cité, l'occasion est rare d'aborder la loi fondamentale en grand public. Les corporations socio-professionnelles et les représentants des formations politiques ne ratent pas l'occasion pour se faire entendre. Si maintenant, là où nous sommes maintenant, cette ancienne constitution a des insuffisances, il faut maintenant faire une nouvelle constitution qui peut être bien pour le pays et pour tout le peuple de Guinée. À Koundara, cette rencontre devrait contribuer à rehausser le niveau du débat sur le principe du changement constitutionnel. Dans l'actualité encore, le président de la République, professeur Alpha Condé, a élevé ce jeudi feu Dr Gabriel Sultan au rang de grand officier de l'Ordre national du mérite. La cérémonie s'est déroulée dans la grande famille de l'illustre disparu à Landria, dans la commune de Dixine. Cette distinction est le symbole de reconnaissance des bienfaits d'un médecin loyal. Valérie Talimané. La croix de l'Ordre national du mérite décernée à titre posthume au docteur Gabriel Sultan. Du président de la République, grand maître des ordres nationaux, et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous élevons à la dignité de grand officier de l'Ordre national du mérite de la République de Guinée à titre posthume. Que son âme repose en paix. Un an après qu'il soit éteint à jamais, le chef de l'État lui décerne la plus haute reconnaissance du mérite pour sa loyauté
dans l'exercice du métier de médecin. Le docteur Sultan n'est pas n'importe qui. Il a été une très grande personnalité, mais une personnalité intègre, dont la disparition n'a laissé tranquille aucun Guinéen. Et le président en a magnifié en l'élevant à la dignité de grand officier de l'Ordre national du mérite. Ce jour, dans son domicile de l'Andrea, l'intégrité de l'homme est célébrée. En présence des amis et sympathisants, une lecture de Saint-Coran est aussi faite afin de confier au Seigneur l'âme du centenaire sultan. Des témoignages affectifs à l'endroit de ses fils et petits-fils. Beaucoup d'émotions, beaucoup de satisfaction du fait que le président de la République reconnaisse après un an le mérite de mon père. C'est une chose qui nous va tous, autant que nous sommes, droit au cœur. Feu docteur Gabriel Sultan fut l'un des tout premiers médecins guinéens à rentrer au bercail après sa brillante formation de l'école de médecine et pharmacie de Dakar. Docteur Sultan dort en paix. C'est la fin de cette édition à tous. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée. Où que vous soyez dans le monde. À bientôt.